demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 24 heures après le discours de Joseph Kabila aux Nations Unies, des réactions fusent de partout. Dans ce journal, vous suivrez celle de la classe politique, de la société civile et de la population congolaise. Le syndicat national de matin du Congo radicalise son mouvement de grève et déclare depuis ce jeudi l'opération au plus tôt son matin jusqu'à ce qu'il obtienne des réponses à ses revendications. Enfin, le Léopard Junior Handball version féminine ont été reçus par le Premier ministre ce jeudi à la primature. Ils sont allés solliciter l'implication du gouvernement pour que la RDC soit représentée au Mondial 2013 qui sera organisé en Serbie au mois de novembre prochain. Voilà tout pour les titres. Bonsoir, Joseph Kabila aux Nations Unies. On en parle encore dans son allocution. Le chef de l'État exige de la communauté internationale la fin de l'impunité. Il faut que le pays signataire de l'accord d'Addis Abeba qui entre en violation du règlement intérieur de cet accord cadre soit sanctionné. Retour sur ce discours à travers cet extrait choisi par Mariam Boya. Par-delà ces efforts, la République démocratique du Congo, l'avènement d'une paix durable dans la région dépend de deux conditions majeures. La fin de l'impunité sur toutes ses formes, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre diligente par les autres signataires de l'accord cadre des engagements qui leur incombent au terme du dit accord. Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le viol est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive. À propos justement de ces discours du chef de l'État, l'UNC, parti politique cher à Vital Kamerhe, le qualifie des plaidoiries ne répondant pas aux problèmes qui secouent le pays. En ce moment où le pays traverse une période difficile, ce discours n'est pas de nature à pousser la communauté internationale à s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. Je vous propose de suivre l'un de ses membres interrogé par Serge Cloutier. Il faut dire sincèrement que il y a beaucoup de déception. L'état de notre pays, les difficultés que traverse le Congo, ce n'est pas le discours que le chef de l'État devait tenir. Et ce qui gêne, c'est que le chef de l'État connaît l'agresseur, mais il utilise les images. C'est le Rwanda.
avec son chef Kagame. Le chef de l'État doit le dire au sommet des nations. Et aussi de l'amertume. Le président Kabila ne cite pas le Rwanda et son président. La communauté internationale aussi cherche à sanctifier l'agresseur principal. Il y a lieu de se poser beaucoup de questions là-dessus. Quand Mary Robertson dit que l'entretien était cordial, cordial, ça veut dire quoi avec un agresseur? Nous n'allons pas demander au chef de l'État de donner un coup de tête à son collègue. Non. La population quinoise, elle, salue le discours tenu par le chef de l'État devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Les personnes interrogées louent le courage de Joseph Kabila qui, selon elle, a cité nommément le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Elle sollicite en même temps une rencontre entre le président de la RDC et ceux des pays agresseurs en vue de trouver une issue heureuse à cette crise. Mariam Boya, Fiston Bruni. Les populations de l'Est, comme l'a dit le président de la République, souffrent depuis 1994, l'année où nous avons reçu les réfugiés qui sont venus, la vague de réfugiés qui sont venus du Rwanda. Et ce peuple, cette population de l'Est souffre. Nous voulons vraiment qu'il y ait la paix. Nous sommes quand même très contents des avancées de nos troupes sur le front. Vous avez suivi dernièrement que les FARDC avaient le dessus sur l'ennemi, ce qui est quand même une bonne chose. Bon, entre-temps, si une solution peut venir sur le plan politique, tant mieux. Donc l'essentiel, que la paix revienne. La chose qui nous inquiète souvent, c'est que ces gens-là, à chaque seconde, ils meurent comme des fourmis. Pendant que l'ONU, il y a beaucoup d'organismes qui sont habilités à mettre et à sécuriser la paix dans le monde, même dans les territoires où il y a des meurtres pareils, mais on n'a toujours jamais trouvé la solution. Ils peuvent rentrer dans leur territoire et nous laisser, nous les autochtones, vivre et jouir de notre pays, c'est tout. J'encourage, maintenant on dit, après l'encouragement, on aimerait aussi avoir que l'acte, parce qu'on a parlé, on veut voir aussi l'acte qui est là-bas, vers l'Est, nous voulons voir la tranquillisation et que les choses puissent se tranquilliser là-bas et que dans l'autre, nous qui sommes aussi dans le centre, les choses puissent se normaliser. Pour cette fois, je le félicite puisqu'il a déclaré tout haut que ce sont les Rwandais qui nous agressent. Je trouve que la paix durable dans notre pays, c'est la cohésion nationale et le vrai dialogue. Kabila a raison. Il a raison vraiment d'interpeller la communauté afin qu'on condamne vraiment ces agresseurs, donc l'agression à l'Est. On n'est pas aussi content lorsque nos frères meurent donc de la manière. On n'est pas content, ça nous fait tellement mal. Nous avons aussi des familles de l'autre côté. Le président a pu citer nommément le pays agresseur du Rwanda. Et puis on a remarqué une volonté ferme pour que la paix soit retrouvée pour nos peuples à l'Est. Je crois que c'est vraiment encourageant que le Seigneur, notre bon Dieu, que le prince de la paix, puisse étendre sa puissance au Congo. Et la société civile, elle apprécie à sa juste valeur ce discours du chef de l'État. Pour l'écrivain Agamaka Bazamata, interrogé par Thierry Kassongo, il revient aux Nations Unies de prendre des sanctions sévères contre le Rwanda, cité par Joseph Kabila parmi les pays qui fragilisent la paix en République démocratique du Congo. Toutefois, il estime que l'agression dont est victime la RDC est un complot international. Suivez. Il n'y a jamais eu de gens, des sanctions appropriées contre ceux qui commettent des atrocités sur notre sol. Mais ce que nous devons noter, je pense que nos interlocuteurs au niveau des Nations Unies ne sont pas de notre côté. Parce que toute personne qui a lu tout ce qui a écrit sur le Congo comprenait bien que c'est un complot international géré, je dirais, par les Nations Unies. Et je l'avais même souligné dans ma pétition du 22 août de l'année dernière, que les Nations Unies sont censées établir la paix dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont incapables de condamner les agresseurs du Congo. Les rapports des Nations Unies, des enquêteurs des Nations Unies ont cité nommément le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien
aux rebelles qui déstabilisent le Congo, mais il n'y a que des condamnations et pas des sanctions. Le retour de la paix en RDC, particulièrement dans sa partie orientale, demeure une gageure aussi longtemps que les protagonistes restent sur le pied de guerre. Cela est d'autant plus évident que de réunions se succèdent au niveau du pays, au plan régional et international, sans apporter l'assurance de dissiper les spectres des affrontements armés. Toutes les parties impliquées ou intéressées par la crise dans l'est de la RDC se distinguent par des discours qui indiquent qu'au finish, tout le monde tourne autour du pot, évitant de crever l'abcès et d'administrer le remède approprié. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Thierry Casson. La guerre en RDC est une affaire de ceux qui ont besoin d'engager à moindre coût les matières premières dont regorge la RDC avant de la morceler pour poursuivre à l'infini l'exploitation illégale. Déjà, l'enlisement dans lequel est plongé les processus de paix en République démocratique du Congo n'est pas gratuit. La rencontre de New York a démontré ses limites. Elle est incapable de désigner le mal qui ronge les Grands Lacs au moment où les participants savent très bien que c'est le Rwanda le mal. Mais difficile de le désigner car c'est lui que la communauté internationale utilise pour sous-traiter leur business sur le continent africain. Le régime de Kigali ne cesse de séduire la communauté internationale et la pousse à composer avec lui pour traquer les génocidaires et les traduire en justice en défaut de les trucider dans leur cabale à travers le territoire congolais et des pays voisins. Les observateurs vont jusqu'à croire que c'est la communauté internationale qui a fait de l'homme fort de Kigali le gendarme de Grand Lac après la chute de Mobutu, avec la charge de préparer la désintégration de la RDC. La paix en République démocratique du Congo, personne n'en veut, d'où les Congolais doivent tirer de cette attitude de la communauté internationale une leçon, celle de s'approprier les processus du retour de la paix. Ils doivent s'organiser et se préparer en conséquence, car la fin des hostilités cycliques ne leur sera jamais offerte comme un cadeau. Jour J-2 pour la fin de la concertation nationale, tous les groupes thématiques déposent déjà leurs conclusions au Présidium, cela avant la plénière devant entériner les résultats des États généraux. Si au groupe thématique conflit communautaire tout s'est clôturé au rythme de la cohésion nationale, ce n'est pas le cas au DDRR où la composante opposition traîne le pied pour déposer son rapport. Oscar Borandoa pour le détail. C'est dans une ambiance bon enfant que les différents groupes thématiques des concertations nationales ont clôturé leurs travaux. Tous aussi sous l'impulsion du Présidium qui œuvre pour la bonne marche de ce forum national. Au groupe thématique conflit communautaire, les participants se réjouissent de l'atterrissage en douceur des travaux caractérisés par un débat démocratique. Thomas Loaka, co-modérateur, se dit satisfait. Les Congolais sont capables de mettre de côté leurs étiquettes partisanes, leurs étiquettes membres de telle association. Nous avons transcendé nos divergences d'opinion pour ne se concentrer pendant tous ces jours que sur la République démocratique du Congo. Au groupe thématique désarmement, démobilisation et réinsertion sociale, malgré les préalables soulevés par l'opposition, Boniface Balamagué se dit serein. Vous savez, nous sommes en concertation et en concertation, les uns et les autres doivent être écoutés et entendus. Si quelqu'un a pensé hier qu'il n'a pas été bien entendu, il faut prendre le temps de l'entendre, l'approcher et intégrer ses désidérata dans les travaux. C'est ce que nous avons fait et donc à ce stade, avec l'opposition, nous et l'opposition, toutes les composantes, on s'accorde. Nous allons soumettre le rapport final de notre atelier à notre plénière dans quelques minutes pour adoption. Et après adoption, nous allons déposer ce soir au Présidium. Deux autres groupes thématiques, il s'agit de la gouvernance et économie, mettent la dernière main aux conclusions partielles qui seront soumises au Présidium qui tient à la réussite de ce forum national.
Dans le chapitre de la santé, le syndicat national de médecins durcit le temps. Il a décrété de ce jeudi l'opération Hôpitaux Saint-Martin sur toute l'étendue de la RDC. La décision a été prise ce mercredi au cours d'une rencontre organisée par cette structure en son siège dans la commune de Kasavubu. Il promet tout de même de reprendre du service lundi prochain si et seulement si le gouvernement cédait à leurs revendications. Suivez cet extrait de la déclaration lue par le secrétaire général, le docteur Mankoy. Le médecin de service public de l'État considère la réponse du gouvernement comme un refus de respecter ses engagements envers le médecin. Ils espèrent cependant qu'un jour, le gouvernement reviendra au bon sentiment pour comprendre que la santé est un secteur vital pour la société congolaise. Le syndicat national de médecins informe la population à dater de ce jeudi 26 septembre 2013 à 7h30. La grève des médecins de service public de l'État se passera sous la forme hôpitaux sans médecins jusqu'au samedi 28 septembre 2013. Le médecin, membre du syndicat national de médecins, informe la communauté nationale qui rendront public dans les prochains jours la liste de personnes et personnalités susceptibles d'être indexées. Aussi, pour un dénouement heureux de ce conflit de travail, le bureau exécutif national du syndicat national de médecins sont remis à la sagesse de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. 26 septembre, cette journée consacrée sur le plan international au cœur, une petite enquête réalisée dans la population par nos reporters démontre que la majeure partie de la population ignore tout de cette journée. Elle demande par ailleurs au pouvoir public de ne pas passer sous silence de telles célébrations, d'autant plus qu'à Kinshasa, le taux de risque de cardiopathie est assez élevé. Mariam Boya et Fiston Bouéné. Contrairement aux autres journées, celle consacrée au cœur passe inaperçue. Pas de manifestation officielle ni toute autre rencontre basée sur ces sujets. Pourtant, cette journée a été instituée par la communauté internationale pour attirer l'attention de tous sur le danger que peut encourir cet organe du corps humain. Dans l'opinion, on ignore tout de la journée. Les quelques personnes interrogées souhaitent une large diffusion de cette journée. Ça, je n'ai jamais entendu parler des journées mondiales du cœur. Mais il y a d'autres journées qu'on a toujours célébrées, les journées mondiales de l'eau, de la forêt, tout ça. Mais pour ce que vous me dites là aujourd'hui, c'est ma toute première fois d'entendre parler des journées du cœur. Mais c'est une information que vous voulez juste me donner. Le cœur humain? Non, je ne sais pas. Comme tout humain a un cœur, s'il y a une telle journée, bon, ceux qui ont initié que ce soit ainsi devaient prendre des dispositions pour vulgariser le jour, la journée, la date. Il faut une vulgarisation. Nous avons tous un cœur, mais on ne sait même pas qu'il y a une journée réservée à ça. Donc je pense qu'on n'a pas été informé. Je ne suis pas informé. Je ne l'ai même pas à mon idée. Donc vous me rappelez en fait. Vous me rappelez la journée. Moi-même, dans mes pensées, je ne l'ai pas en fait voir aujourd'hui. Selon l'OMS, l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux. Et la RDC, avec un taux de risque de cardiopathie élevé, devrait prendre la chose à cœur. À marge du mondial 2013 qui aura lieu au mois de novembre prochain en Serbie, l'équipe nationale junior de handball version féminine est allée rencontrer le Premier ministre Matata Ponyo à la primature pour solliciter l'implication du gouvernement pour que la RDC soit représentée valablement à cette grande rencontre sportive. Le Premier ministre a également reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria afin de rapprocher ces deux géants de l'Afrique pour un partenariat dans divers domaines, entre autres celui de l'énergie. Les détails avec Doudou Ndombe. Le gouvernement Matata veut tabler sur les sports pour porter haut le drapeau de la RDC dans les concerts des nations. Aussi, la présence de l'équipe nationale des handball à l'hôtel du gouvernement n'est pas fortuite. En fait, ces filles sont venues remettre au Premier ministre en main propre cette médaille, symbole de leur qualification au Mondial Junior 2013. L'occasion leur est toute offerte pour solliciter l'appui du gouvernement.
nous vous demandons de ne pas baisser les bras, de toujours continuer à nous soutenir pour mieux effectuer les stages de préparation, pour mieux défendre les couleurs de la nation congolaise en dehors du territoire national. La demande n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Matata Ponyo a bien cerné le besoin et exhorte les joueuses à la discipline et à la rigueur pour remporter la victoire. Je voudrais ici insister que le sport, c'est un combat. Mais vous devez savoir que ce combat nécessite la discipline. Ce combat nécessite la rigueur. Ce combat nécessite la préparation assidue. Si vous ne vous êtes pas bien préparé, vous n'allez pas défendre notre drapeau comme il faut. L'équipe entend effectuer un déplacement pour le Maroc en vue de mieux préparer la rencontre de novembre prochain. Décidément, ce jeudi n'a pas été de tout repos pour le Premier ministre. Matata Ponyo a échangé avec Grant Eyo Bouté, ambassadeur du Nigeria en RDC, sur un éventuel partenariat entre les deux pays. Le Premier ministre congolais compte se rendre prochainement au Nigeria pour transmettre le message de Joseph Kabila à Jonathan Goodluck. Place à présent à la revue de presse et José Junior Owawa est avec nous sur ce plateau. José Junior, vous avez lu la presse d'aujourd'hui et comment la presse écrite analyse-t-elle la prestation du chef de l'État à la tribune des Nations Unies? Et vous l'avez dit, Nadine Aïm, le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies et les concertations nationales sont là, les deux titres qui dominent l'actualité, Paris ce jeudi à Kinshasa. Alors sans plus tarder, nous convions de suivre cette sélection que nous avons réalisée pour les téléspectateurs et que nous nous retrouvons juste après. La RDC, victime de son hospitalité, fait savoir l'avenir. Les confrères faisant état du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies rappellent que cette triste réalité de l'histoire de la RDC a causé le déplacement de centaines de milliers de personnes, aggravant une situation alimentaire qui touche plus de 6 millions, dont 2 millions de déplacés. Dans ce même registre, l'observateur nous apprend que Joseph Kabila plaide pour des sanctions à l'endroit des États voyous. L'impunité est à la base de l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Seules des sanctions exemplaires aux agresseurs pourront arrêter l'hémorragie, conclut ce quotidien. En demandant aux États signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba de respecter leurs engagements, Joseph Kabila place là l'ONU devant ses responsabilités, s'exclame la prospérité. Sans paix, aucun progrès n'est envisageable. Sans un minimum de sécurité des personnes et de leurs biens, tout développement est hypothétique. Cela est d'autant plus inacceptable que lorsque la rupture de la paix est le fait d'une agression extérieure, fait savoir ce quotidien du discours du chef de l'État. Joseph Kabila exige un traitement égal des États membres de l'ONU. C'est l'extrait du discours que choisit les dépêches de Brazzaville pour nous expliquer ce discours. Le président de la République démocratique du Congo a réaffirmé la détermination de son pays à s'acquitter de tous les engagements souscrits dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Il a demandé à l'ONU de traiter ses membres sur un même pied d'égalité avant de recommander l'organisation à ne pas se limiter aux simples condamnations, poursuit le quotidien. En privilégiant l'option politique avec le pourparlers de Kampala, tout le monde tourne autour du pont à New York et constate le potentiel. Toutes les parties impliquées ou intéressées par la crise dans l'Est de la RDC se distinguent par des discours qui indiquent qu'au finish, tout le monde tourne autour du pont, évitant de crever l'abcès et d'administrer les remèdes appropriés, pense ce quotidien. Loin de New York, les phares constatent que les dissensions autour de l'idée de la formation d'un gouvernement national risquent de provoquer la prolongation des travaux de concertation nationale. Africa News parle de la polémique autour de la formation du gouvernement de consensus. Au confrère de s'interroger si Matata Ponyo est sacrifié au profit d'un pacte que Joseph Kabila aurait signé avec Kengo Adondo et Jean-Pierre Bemba. Le quotidien ne donne pas les noms du successeur potentiel du Premier ministre, mais affirme détenir des preuves allant dans ce sens. Les politiques sont tentés de sacrifier l'exécutif alors que les indices et des résultats engrangés plaident objectivement en faveur du maintien du gouvernement Matata, déplore Africa News. Voilà pour la presse parue ce jeudi à Kinshasa, Nadine Aïm. Merci José Julien Owawa pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.